Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler de Berserk, œuvre acclamée par de nombreux fans à travers le monde, dont je fais évidemment partie, comme vous le savez si vous êtes un habitué de ma chaîne. Je suis d'ailleurs loin d'être ma première vidéo consacrée à ce merveilleux manga, mais bon bref, passons. Voilà, on va faire un peu scandale avec cette vidéo, un peu des scandalos, si je puis me permettre une petite touche hispanique, car on va se lancer, attention, dans un truc assez sérieux, un petit top 20 des personnages de Berserk, non pas selon leur puissance, parce que là on va vraiment parler en termes de qualité d'écriture, de développement de personnages et de leur capacité, donc à ces personnages, à porter les thèmes du manga Berserk, à savoir le fatalisme, la causalité, la dualité de la nature humaine, la quête de sens, bref, vous connaissez les bails. Par contre, là où vous ne connaissez pas du tout les bails, c'est que ce top va être le plus what the fuck de tous les tops de YouTube, je vous le dis direct, vous n'êtes pas prêts, personne n'est prêt, voilà. Alors oui, mes opinions vont sûrement en choquer plus d'un, certains personnages vont être placés plus haut et surtout plus bas que ce que la plupart des fans attendent, donc je vous le dis les amis, préparez le sel, préparez les fourches, préparez les bûchers, ce que vous voulez, parce que vous allez en avoir grand besoin. Cela dit, je vais essayer de justifier mes choix du mieux qu'il me sera possible de le faire. Donc voilà, rappelez-vous que cette vidéo est avant tout, et bon, voilà, un partage de mes humbles opinions, voilà, rien de plus, rien de moins. Alors, accrochez-vous bien, car ce classement va vous surprendre, ça c'est une évidence, donc ce top va concerner les 20 personnages les plus connus du manga Berserk, qui seront classés donc de la 20e position à la première, tout en étant également répartis dans différents tiers, allant du tiers D pour les personnages complètement écrasés sur la vitre, qui n'apportent rien du tout à l'intrigue, qui sont totalement hors sujet avec les thèmes du manga, jusqu'au tiers S, où seront placés les personnages qui ont non pas seulement marqué le manga Berserk, mais aussi surtout marqué l'histoire du manga avec un grand M, rien que ça. Alors déjà, bon, on va commencer notre petit classement en vous avouant tout de même que j'ai menti. Voilà, parce que cette vidéo ne sera pas un top 20, mais bien un top 21. Vu que le personnage en question, enfin le personnage dont on va parler maintenant, ne mérite même pas sa place dans les gradins, selon moi. Et oui, on va parler de ce cher Isidro, et ça va être un dunk direct au fond des chiottes. Et étant donné l'amour très relatif, très relatif des fans de Berserk pour ce perso, je ne crois pas que ce classement fera scandale. Et pour cause, Isidro est un personnage médiocre, qui, bien qu'il apporte parfois un peu de légèreté et d'humour, ne sert pas à grand chose d'autre, je le crains. Son développement et son impact sur l'intrigue sont tout simplement négatifs. C'est pas juste, il sert à rien dans l'histoire, bon, voilà, il est neutre. Non. Isidro a un impact négatif sur l'histoire. Je veux dire, à chaque fois que je vois sa dégaine de sapajou, je suis juste pris par des bouffées de haine incontrôlables, voilà. Oui, son évolution est ridicule comparée aux autres personnages, et oui, il n'a strictement rien à voir avec les thèmes portés par Berserk. Oui, c'est une pâle imitation du classique jeune garçon énergique que l'on voit par milliers dans les shonen. Sauf que Berserk, c'est pas tout à fait un shonen. Je sais pas si vous l'avez remarqué. En plus, sa personnalité n'a aucune profondeur, aucune complexité. Alors ok, ses compétences de voleur sont plutôt cool et utiles, mais sa contribution à l'intrigue, et voilà quoi, elle est inexistante. Néant, c'est des 304, y'a rien. Voilà. Et Puck était largement suffisant pour s'occuper tout seul d'alléger la gravité de l'intrigue. Isidro, c'est juste too much. Il casse beaucoup trop le ton sérieux et intense du manga, il n'a rien à foutre ici, c'est pas Pokémon ici, mon garçon. En fait, pour parler de manière plus globale, je sens vraiment que la démultiplication des persos humour entre guillemets dans Berserk, juste après l'âge d'or, c'est vraiment l'aveu de Miura qu'il avait un peu honte du ton trop dark et mature de son manga, qu'il avait du mal à assumer jusqu'au bout. Je veux dire, Puck le dit carrément noir sur blanc, en mode Deadpool, durant l'arc des enfants perdus, en brisant totalement le 4ème mur. Je crois qu'il dit un truc du genre « Ouais, heureusement que je suis là, sinon le manga serait trop sombre. Oh là, le MDR, PTDR. » Voilà, bon, ok, super, merci. Et c'est quelque chose qui arrive trop souvent à travers le manga à partir de cet arc. Comme si le regretté Kentaro Miura avait honte du ton et de l'ambiance de son manga. Bon, j'espère qu'il m'entendra de l'endroit où il repose à présent, mais Miura n'a absolument pas à avoir honte, ni à contrebalancer le ton sérieux de son histoire avec des persos comiques hors sujet, fourrés aux chausse-pieds. Berserk est littéralement l'un des plus grands mangas de l'histoire, faut pas en avoir honte. Et justement, vu qu'on parle de persos hors sujet, fourrés aux chausse-pieds, on va donc commencer réellement notre classement avec le numéro 20, autrement dit le tiers D, et c'est parti pour le premier Escandalo, le premier scandale de la vidéo, puisqu'on va y retrouver la petite Shirk, ou je sais pas comment vous voulez prononcer ça, bref, l'espèce de petite loli, je sais pas quoi là, je dis quelle gueule de mon cul, qui est assez appréciée des fans en général. Bon, ne parlons pas chinois, parce que voilà, la meuf est totalement hors sujet, son espèce de romance loli chelou qu'on essaie de rendre marrante avec Guts, alors que le mec a 40 ans, et que la meuf a 8 ans, c'est gênant de ouf, et c'est hors sujet encore une fois. Bon, après je sais très bien que les gens Berserk dans les commentaires vont me dire que Guts n'a pas 40 ans, je sais que Guts n'a pas 40 ans, voilà, détendez-vous, c'est une blague, mais en tout cas, le mec est adulte et la fille est une petite fille.
donc forcément, bon, je trouve pas ça marrant du tout. En plus, elle nous sort de son chapeau une Puck version fille, c'est-à-dire Evarella, une espèce de petite fée, petite elfe. Encore un autre comic relief, encore un autre faire-valoir comique, qui n'est pas nécessaire. Donc c'est bon, stop, arrêtez. Une Magical Girl dans Berserk, frère, non. C'est non, négatif, on ne veut pas. Magical Girl dans Berserk. Mais c'est Berserk ou c'est Sailor Moon, les amis? À la limite, ça aurait été une Magical Girl comme dans Magica Madoka, je dis ok, vas-y, Omura dans l'univers de Berserk, ça peut effectivement faire sens. Là, non. Le pire, c'est qu'au lieu de rendre le personnage intéressant par sa personnalité ou par le développement de son personnage, on le rend obligatoire à l'intrigue parce que sans Shirk, tout le monde crève. Voilà, vu qu'étant donné que Guts a besoin de l'influence magique de Shirk pour pas devenir fou, pour pas complètement serrer lorsqu'il porte l'armure du Berserker, Shirk est complètement indispensable à l'intrigue. Voilà. C'est super simple, bravo, fuck sur 20, que voulez-vous? La note a été donnée, c'est fuck sur 20. Guts, le guerrier super badass qui met des doigts au concept de la causalité, a finalement besoin d'une Magical Girl pour ne pas câbler lorsqu'il use de l'armure du Berserker. Et ne me dites pas que c'est original, hein, parce que le trope du grand mec sombre, viril et vénère, accompagné par la petite fille kawaii, c'était du vu et du revu, soit avec Zaraki et Yashiro dans Bleach, Joel et Ellie dans The Last of Us, c'est Shomaru et Rin de Inuyasha, Wolverine et Laura dans Logan, Ralph et Vanellope dans Les Mondes de Ralph, Lee et Clémentine dans The Walking Dead Telltale, j'en passe des meilleurs. Bref, ça a déjà été fait, je sais pas combien de fois, un nombre innombrable de fois, voilà, dans d'autres fictions, ça a été mieux fait dans ces autres fictions, et on n'avait pas besoin de ça dans Berserk. C'est poubelle, la Shirk. Désolé. Bon, on passe à la suite, et il est temps de révéler le tiers C de cette liste, dans lequel, les persos, voilà, on verra les persos qui sont pas forcément mauvais, pas forcément bien écrits non plus. Voilà. Et donc, notre premier perso n'est autre que Wyald, en place 19, en numéro 19. À la 19e place, c'est encore mieux. Un perso que ceux qui se sont contentés de seulement voir les adaptations animées de Berserk n'ont jamais vu. Et pour cause, car Wyald a toujours été coupé de toutes les adaptations Berserk, vous allez vite comprendre pourquoi. En fait, je voulais en réalité placer Wyald en tiers D, mais finalement, Wyald est quand même, avant d'être un personnage unidimensionnel qui pense qu'à Ken et à tuer, un apôtre assez formidable, bien qu'il ne soit au final qu'un antagoniste mineur et peu intéressant de l'arc de l'âge d'or. Il symbolise la sauvagerie et la brutalité des apôtres, ainsi qu'un avant-goût du bordel total que sera la fameuse éclipse. Le truc, c'est que son personnage n'est ni spécialement développé, ni spécialement exploité. Pas de backstory, pas de qualité rédemptrice, c'est juste un gros méchant pas beau qui veut tuer et V toutes les femmes qu'il croise, parce que c'est trop lol, voilà. Alors ouais, bon, je vais pas vous mentir, Berserk nous aura habitués à mieux en termes d'antagonistes. Oh, donc voilà, et ça m'étonne pas hein, que Wyald ne soit jamais apparu dans les animés, parce que voilà, je suis vraiment désolé, mais je sais pas s'il aurait sa place là-dedans, quoi. Je veux dire, rien que le conte, donc là je parle de l'antagoniste de l'arc de l'épéiste noire, est un apôtre bien plus intéressant que Wyald, avec sa relation avec sa fille Theresia, le fait que sa femme l'ait trompé, tout ça, il y a une humanité derrière la carapace de monstruosité du conte, parce que les apôtres sont effectivement des monstres cosmiques, mais à la base ce sont des humains, et c'est ça qui est intéressant avec les apôtres. Lorsqu'on voit leur côté monstrueux, mais également leur côté humain, tout de même. Et le problème, c'est que cette humanité, ce côté un peu humain, Wyald en est totalement dépourvu, hélas. C'est pour ça que j'ai hésité avec le tiers D, mais bon voilà, Wyald a quand même une certaine importance en tant qu'introduction à l'inhumanité des apôtres, et encore même, parce qu'on avait déjà vu Zod un peu avant lui, donc... Bref, 19e place, il sera content, voilà. Cela dit, avant d'aller plus loin dans notre vidéo, j'aimerais quand même vous parler de 2-3 petites bricoles qui sont quand même un peu importantes. Déjà, si vous ne le saviez pas encore, je suis également actif sur d'autres plateformes que YouTube, et donc pour rester connecté avec Yaginalyse en dehors de mes vidéos hebdomadaires, vous pouvez me retrouver sur Instagram, TikTok, Twitter, réseaux sur lesquels je poste au moins une fois par jour. Eh oui. Il y a également Spotify, où je poste tous les jours mes vidéos en format de podcast. Et pour finir, il y a Patreon. Alors... créer des vidéos demande beaucoup de temps et d'efforts, vous vous en doutez, et pour être honnête, vous pourriez être surpris d'apprendre que je ne reçois pas grand chose de YouTube directement, et encore, c'est un euphémisme. Et c'est là que votre soutien peut tout changer, parce que si vous avez les moyens et l'envie de m'aider à continuer cette aventure qui Yaginalyse, mon Patreon est l'endroit où vous pouvez vraiment faire la différence. En tant que membre Patreon, vous contribuez à soutenir mon travail et à m'aider à relever les défis qui accompagnent la création de contenu de qualité. Et surtout au rythme d'enfer qui est le mien. Évidemment, pour vous remercier de votre soutien, je propose quelques avantages exclusifs, comme l'accès à mon serveur Discord privé, et également un accès en avant-première de mes vidéos, une semaine à l'avance. Donc voilà, vous pourrez voir mes vidéos une semaine à l'avance, avant qu'elles ne sortent sur YouTube, bon, c'est toujours ça de prix. Et pour finir quand même, je tiens à souligner que votre soutien ne passe pas inaperçu, chaque contribution, peu importe la taille, me rapproche un peu plus de mes objectifs créatifs. Si ce n'est pas dans vos moyens, évidemment, voilà, ça pose aucun problème, voilà. Le simple fait de regarder mes vidéos est déjà de toute façon une grande source de soutien. Et c'est sur ces mots que l'on va revenir à notre sujet du jour.
Bon, on passe directement et rapidement au numéro 18, Rickert, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce personnage. Son seul palmarès, c'est d'avoir mis une golden à Griffiths, ce qui est bien, mais bon, au final, au revoir, merci quoi. Même s'il a quelques moments de bravoure, il faisait quand même partie de la bande du Faucon originale, et devient le forgeron attitré de Guts à la mort de Godot, en le confectionnant, toutes sortes de gadgets et tout le team. Au final, à part ça, il ne sert pas à grand chose dans l'intrigue. C'est un peu le Q de Guts, en quelque sorte, et ça s'arrête là. Voilà, pour ceux qui aiment bien James Bond, vous apprécierez la référence. Bon, passons dès à présent à la 17ème place de ce classement, occupée par un personnage énigmatique, pour notre deuxième moment scandale, notre deuxième escandalo de la vidéo, car oui, j'ai nommé Skull Knight, ou Geisric, le mec qui sauve Guts et Casca pendant l'éclipse, et qui ramène sa fraise une fois tous les 25 chapitres pour balancer un discours cryptique incompréhensible, et pour se barrer juste après pour 25 chapitres. Donc oui, je sais que ça commence à grogner, je sais que Skull Knight est très apprécié des fans, et que de le voir en 7ème à la 17ème place, ça va faire chier beaucoup de personnes. Désolé, c'est comme ça que ça va se passer. Voilà, désolé les mecs. D'ailleurs, concernant le fait que Skull Knight soit celui qui ait secouru Guts et Casca durant l'éclipse, même ça c'est regrettable, parce que il aurait été thématiquement préférable que Guts s'en sorte par lui-même de l'éclipse. Et oui, car on dit que Guts combat la causalité, c'est un peu le petit humain insignifiant qui fait plier la destinée par la force de son épée, mais le problème c'est que c'est grâce à Geisric que Guts est sorti des griffes des Côtes End, pas par ses propres moyens. C'est également pour cela que j'aime tout particulièrement l'anime de 97, parce que Geisric n'y est pas. Donc Guts s'est forcément extirpé tout seul de ce bordel cosmique. Comment? J'en sais rien. L'anime ne le montre pas. L'anime de 97. Mais voilà, je préfère ça. Je préfère effectivement Guts soit sorti tout seul, parce qu'il est tout seul face au destin. Il n'y a personne pour l'aider. C'est ça en fait qui est intéressant. Et à part ça, Skull Knight est un personnage mystérieux, c'est vrai, qui a un rôle important dans la mythologie de l'univers de Berserk, qu'il est, on est plus ou moins certain qu'il s'agit de Geisric. Mais quand même, on en sait très peu sur lui, il est donc difficile de vraiment le juger. C'est un perso lore, le Skull Knight, et même si on nous tease un peu son identité secrète, le fait qu'il soit le légendaire roi Geisric, sa backstory entre son utilisation passée de l'armure du Berserker et sa relation plus ou moins sous-entendue avec la sorcière Flora, et le flashback à moitié brumeux de sa propre éclipse, donc il y a 1000 ans de cela, ça reste quand même trop flou. Trop cryptique et honnêtement, Joseph de ce perso. Voilà quoi, je veux dire, Skull Knight peut se barrer pendant 100 chapitres et personne ne remarque son absence. C'est dire le manque de personnalité du gars. C'est juste du lore ambulant. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi là-dessus parce qu'effectivement il a un impact sur l'intrigue. Mais voilà, désolé, c'est comme ça que je le ressens. J'ai vraiment l'impression que le mec c'est juste Wikipédia quoi. Skull Knight c'est le wiki berserk qui arrive quoi. Voilà, il balance son exposition, il balance le lore et il se barre pendant 25 chapitres. En général, j'en attends un peu plus d'un personnage quand même que juste d'être un wiki vivant. Bon, continuons avec Pipin. Placé à la 16ème place, et évidemment, je ne parle pas de Pérégrin Tout du Seigneur des Anneaux, et bien du mec grand et large, l'espèce de Golgoth, de la troupe du Faucon, dont on ne sait hélas que dalle. Il y a du charisme, je ne le nie pas, il me rappelle un peu l'Indien dans Predator, avec son côté sage en phase avec la nature, le mec qui a un 6ème sens, comme lors de la scène du guet-apens de l'armée du Midland, qui arrive juste après que Griffith soit allé danser la samba dans la chambre de la princesse Charlotte. On voit que Pipin est le premier à griller qu'il y a quelque chose qui marche pas, voilà, et qui demande à tout le monde de se baisser parce que les flèches vont arriver, voilà, le mec il a vu le futur, je sais pas comment ça se passe, mais à part ça, y a rien. Voilà, Pipin a effectivement une petite phrase dans les égouts lors de l'arc de sauvetage de Griffith où il fait référence à des mineurs, donc on peut deviner que Pipin travaillait dans une mine avant de rejoindre la troupe du Faucon de Griffith, mais voilà, c'est tout ce qu'on sait sur lui. Le mec n'a aucune backstory, aucune motivation, Encore une fois, j'aime bien Pipin. Toutes les scènes où il intervient sont cultes en ce qui me concerne, comme lorsqu'il attrape Guts par la peau du cou, afin qu'il arrête de faire son introverti trop dark, mais c'est rarissime. Pipin a également une mort épique, mais voilà, c'est un personnage qui m'a laissé sur ma faim. C'est ça le truc avec Pipin, c'est que j'aurais pas aimé qu'il soit écrit différemment, le Pipin. J'aurais aimé le voir plus, en fait. J'en aurais aimé en voir plus de Pipin. Alors on va enchaîner avec Mosgouz, le numéro 15, grand méchant de l'excellent arc Conviction. Voilà, d'aucuns diraient peut-être le dernier bon arc de Berserk. Il y a des mecs très très méchants pourraient dire ça, évidemment, dont je ne fais pas partie. Bon, Mosgouz est l'équivalent Berserk de Torquemada. C'est le grand méchant inquisiteur religieux intolérant qui crame tout le monde parce que Deus Vult, tout simplement. Donc, le mec est une immanquable incarnation d'une critique de la religion, sauf que c'est super cliché, maladroit et manichéen, d'où sa place en 7ème et à la 15ème place. Ce trope de, entre guillemets, la religion c'est mal voyé, réduisant les croyants à de simples vilains unidimensionnels sans profondeur, est juste fatigant à la longue, surtout dans les animés et les RPG japonais. J'en ai d'ailleurs parlé dans ma vidéo sur Shadow of the Colossus, bon. De tête, le seul animé qui parle de religion sans cracher dessus, que j'ai jamais vu, sans vraiment réfléchir, je dirais Samurai Champloo. Ouais. Oui, je parle de l'animé où le protagoniste fait du
du breakdance en se battant au sabre. C'est le seul animé, de ma connaissance, hein, où ce sujet est traité correctement. On y voit effectivement dans Samurai Champloo les Japonais convertis au christianisme, on les voit se faire persécuter par le gouvernement japonais, donc le shogun. Voilà, mais dans la plupart des autres mangas et animés, même RPG japonais, la religion égale méchant, sans nuance, sans aucune espèce d'ambiguïté, et Berserk ne fait hélas pas exception à la règle. Mosguz en est de parfait exemple, avec son fanatisme extrême qu'il utilise pour justifier ses actes cruels. En plus, il a un manque cruel de conflits internes, parce que bon, vu que sa foi est sans faille, il n'a aucun doute, et il est convaincu que ce qu'il fait est bien, donc voilà, il n'y a pas vraiment de place pour évoluer, pour le personnage de Mosguz, et sa motivation entière repose uniquement sur son fanatisme. Son personnage est basique à la mort, ne laisse aucune place, absolument aucune place pour une exploration du concept de la religion un peu plus nuancée, ce qui est dommage, parce que c'est un thème qui est quand même complexe, ça c'est une évidence, et qui reflète bien toutes les facettes de l'être humain. Voilà, après, Mosguz apporte du lore sur les God Hand et Geisurik, il a un bon design, et au moins il a le mérite d'apparaître dans ce que je considère comme étant le dernier bon arc du manga, voilà, désolé de le dire, j'ai nommé l'arc de la conviction. Mais ça ne suffit pas vraiment à rattraper le manque de profondeur et de nuance de son personnage. En fait, si je devais vous donner un exemple d'un personnage à la Mosguz, mais qui est bien écrit, vous parlez bien loin. Je vous donnerai l'exemple du personnage du prêtre dans Unicorn Wars, donc l'espèce d'animé avec les ours tout mignons qui se battent en mode ultra sanglant contre les espèces de licornes, voilà. Dans ce film de ouf, dont je ferai une vidéo dans pas trop longtemps normalement, parce que c'est un film de dingue, on voit un espèce de prêtre ours qui, au début, effectivement, a l'air très inquiétant, hein, surtout avec sa gueule, ses lunettes, voilà, on voit jamais ses yeux, ça c'est vraiment un délire pur animé, voilà. Qui prêche la guerre et tout, tu dis, ok, d'accord, ça va être un Mosguz 2.0, il va être très méchant, mais en fait, pas vraiment. C'est ça en fait qui est intéressant, c'est effectivement tu vois un personnage bien écrit. Pas vraiment, c'est un personnage qui croit vraiment au bien de ce qu'il fait, et contrairement à Mosguz, il fait vraiment du bien. Voilà, le personnage du prêtre dans Unicorn Wars. Donc voilà, sans spoiler, il se sacrifie, bref. Voilà, c'est un personnage bien écrit, ce que n'est pas Mosguz, hélas. Et donc on va passer à Zod, classé à la 14e place, et donc qui terminera ce tiers C. Et voilà, juste au milieu, parfaitement à l'heure, pour le 3e escandalo du classement. Parce que oui, je sais que Zod est très 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 apprécié par les fans du manga, je sais que je vais me prendre des cailloux ce classement très audacieux, mais désolé, en ce qui me concerne, Zod, c'est Zaraki vers son chien. Voilà, désolé pour ces nombreux fans. Encore un trope commun abordé avec ce personnage. Donc le trope du Blood Knight, donc a.k.a. le guerrier qui vit que pour la bagarre. Parce que oui, Zod a soif de baston, et comme tout personnage de cet acabit-là, il tombe dans le cliché de toujours chercher des adversaires plus forts, ce qui veut aussi dire qu'il n'a pas spécialement de motivation ou de but, autre que de se taper sur la gueule avec autrui, parce que ça le fait se sentir en vie. Ok, son personnage est imposant physiquement, mais il n'a aucune backstory ou de motivation autre que de taper sur les gens. Et c'est ce qui est dommage, parce qu'il ne bénéficie pas, le Zod, d'un bon traitement au niveau de son développement de tout personnage. Et il reste toujours dans ce rôle du mec puissant et allié soutien à Griffiths, et à Guts parfois, hein, comme avec l'arc contre Kanishka. Maintenant, et c'est pour cela que Zod est en C et pas en D, c'est quand même un personnage, qui a des facettes intéressantes. Sa soif de combat peut être vue comme une sorte de dilemme existentiel, puisque Zod est un apôtre immortel, donc se bastonner est pour lui donc le seul moyen de se sortir vivant après tous ces siècles, et puis Zod représente d'une certaine façon le côté chaotique et effréné de la guerre, et de la violence dans l'univers de Berserk. Il sert à souligner la brutalité de ce monde, la futilité de la violence et la lutte contre ses propres démons. Et même si, ce n'est pas vraiment un personnage qui évolue à travers le manga, il est en revanche moteur de nombreux changements et évolutions chez ses alliés, chez ses adversaires, voilà. Et surtout avec Guts, puisque Zod pousse Guts à se dépasser, à dépasser ses limites physiques et ses limites même morales, sans parler du fait que, tous les combats entre Guts et Zod sont tout simplement légendaires. Mais en dépit de tout cela, je dois dire quand même que le personnage de Zod ne résonne pas du tout avec moi, donc voilà. Voilà pourquoi il est classé en 15e place. Mais encore une fois, il porte tout de même les thèmes du manga. Zod, contrairement à d'autres personnages comme Isidro. Donc voilà, respect à Zod tout de même. En fait, de la même manière que j'aurais aimé que Mosguz soit un peu plus similaire à Padré, au personnage de Padré dans Unicorn Wars, j'aurais aimé que Zod soit écrit un peu à la manière de Hitosai Ito, dans le manga légendaire Vagabond, de Takehiko Inoue. Donc, rapidement, Hitosai Ito est un personnage, donc Blood Knight, donc c'est un mec qui ne vit que pour le combat. Mais Ito est différent. Il y a vraiment beaucoup de facettes, comme le fait par exemple qu'il aime beaucoup son maître, donc le mec qui lui a appris le sabre, mais un jour, évidemment, Ito l'a battu, voilà, le vieux maître, et le maître lui en veut beaucoup pour ça. Donc à chaque fois qu'il revient pour lui dire bonjour à son vieux maître, « Oh, merci maître, sensei, je vous aime beaucoup », évidemment, le maître qui s'est fait défoncer par Ito fait « Ah, casse-toi, je veux plus te voir ». C'est assez marrant, en fait. À chaque fois, il fait « Ouais, monsieur, nanani ». Ça lui donne un petit côté humain, voilà. En plus, il a sa relation avec Kojiro, le côté un peu mentor, aussi,
Bref, voilà, Ito quand même est un personnage humain et c'est pas juste en mode ouais baston. Et puis il y a le côté un peu philosophique, le côté un peu Valar Morghulis, le côté un peu tous les hommes doivent mourir de d'Ito Saito qui lui donne un petit côté philosophique. Bref, j'aurais aimé que Zod soit un peu plus comme Ito Saito et pas juste un mec qui tape les gens parce que c'est marrant quoi. Donc on avance encore et toujours dans notre liste et on atteint le B tiers, donc des personnages bons sans être incroyables. Et donc évidemment ce tiers est plutôt bondé, ce qui est normal vu que Berserk étant un manga d'exception a quand même en son sein beaucoup de bons personnages. Alors on va pas perdre de temps et on va commencer directement par Ganishka, un antagoniste plutôt important dans Berserk puisqu'il est placé à la 13e place. Donc Ganishka, c'est l'empereur du peuple Kushan. Et accessoirement, c'est un apôtre. Sa présence et ses actions ont une grande importance dans l'intrigue du manga, et il se pose comme l'un des plus gros challenges des protagonistes, comme devrait l'être un vilain quoi. Bref, c'est un bon méchant et un formidable adversaire. En plus, le truc intéressant avec Ganishka, c'est qu'il montre, encore une fois, une certaine nuance, puisqu'il montre de la rébellion dans le camp des méchants. C'est pas juste méchant versus gentil, et le camp des méchants est monolithique, non. Même parmi les méchants, même parmi les apôtres et les God Hand, il y a des dissensions internes, et c'est assez important, et Ganishka apporte cette petite nuance. Voilà. Puisque, effectivement, Ganishka est un apôtre qui se rebelle contre les God Hand. Donc ça, j'apprécie, donc voilà. En plus, ça permet à Guts et à Zod de s'allier temporairement, et de nous offrir l'une des plus belles planches du manga. Je vais vous montrer immédiatement, sans parler évidemment de l'arrivée impromptue de Femto, qui a ravi tous les fans vers la fin de cet arc, il me semble. Voilà, donc Simir Ganishka. En plus de ça, Ganishka n'est pas si noir et blanc que ça. Il y a quand même un côté un peu plus subtil chez les personnages. Par exemple, je peux vous donner la scène où il parle avec la princesse Charlotte, où effectivement il aurait pu il aurait pu la maltraiter, mais non, il décide de ne pas le faire, il lui dit écoutez, je vais vous laisser du temps pour réfléchir, voilà. Il ne la maltraite pas, il ne l'enferme pas, c'est quand même pas mal, tout de même, dans un univers aussi cruel que Berserk, que Ganishka quand même. Le mec sait se tenir, le Ganishka, voilà, c'est tout ce que je dis. On va passer maintenant à la 12e position, donc avec Luka. Et donc personnage sympathique, mais j'ai pas grand chose à dire non plus sur elle. Donc Luka est sympa, c'est l'archétype de la prostituée au grand cœur qu'on voit souvent dans les fictions, mais il faut des personnages bons. Dans Berserk, ça rend l'univers un peu moins caricaturalement dark, surtout quand ce genre de personnage aurait toutes les raisons du monde d'être bresson, au vu de la vie de merde de cette pauvre Luka. Elle a de bonnes interactions avec Nina et Geiserik, donc ouais, bon petit perso que cette Luka. Voilà, ça peut faire tâche quand même de l'avoir placée aussi haut que Zod, Geiserik ou même Ganisha, mais je trouve que Luka mérite sa place parce qu'elle montre une manière un peu plus saine de lutter contre la causalité, à son petit niveau de femme lambda, et avec lequel le lecteur peut davantage s'identifier. Contrairement à Guts qui défonce tout à coups de Dragon Slayer, et c'est comme ça qu'il se bat contre le dessin. Alors que Luka essaie de s'accommoder avec le fait qu'elle ne puisse pas changer sa destinée, la causalité. Elle a de belles scènes avec Geiserik, je trouve, voilà. Une des meilleures scènes avec Geiserik que je critiquais tout à l'heure, mais ces scènes avec Lucas sont sympathiques. Je trouve qu'ils ont une bonne dynamique tous les deux. On va passer maintenant à Gambino, donc à la 11e place. Un personnage important du passé de Guts, plus qu'important, puisque c'est son père adoptif qui finit par vouloir le crever, le tenant pour responsable de la mort de sa femme et de la perte de sa jambe au combat. Ce qui est intéressant avec Gambino, c'est que même mort, il a encore une énorme influence sur la vie de Guts. Les expériences que Guts aura avec Gambino forgeront sa méfiance et même son désir de solitude, ainsi que sa détermination à survivre dans un monde impitoyable, sans parler du fait que Gambino l'a carrément vendu pour une nuit à un certain Donovan. Enfin voilà, je n'en dirai pas plus, mais c'est vraiment des bails très très sombres. Le personnage de Gambino permet au manga d'aborder certes rapidement des thèmes comme la trahison, les traumatismes qu'une figure parentale peut infliger à son enfant, et j'en passe et des meilleurs. Gambino est un personnage détestable, mais Guts et donc Berserk n'auraient pas été le même sans lui. Donc voilà, il symbolise la cruauté du monde de Berserk, la brutalité inhérente à l'univers du manga. Son personnage reflète les aspects les plus sombres de l'humanité, et que serait un manga sombre sans des personnages sombres. Donc voilà, merci Gambino. Et encore une fois, vous allez sûrement vous étonner de voir Gambino si haut dans la tier list, mais toujours est-il qu'il est l'élément déclencheur du développement du personnage de Guts, protagoniste, s'il en est, de Berserk. Et en plus de ça, Gambino il devient fou surtout à cause de la mort de sa femme. Donc ça voulait dire qu'il l'aimait vraiment. Peut-être pas si méchant que ça, le Gambino. Enfin bref, c'est quand même un gros salopard. Bon, allez, on atteint enfin le top 10, bien qu'on soit encore dans le B tier. Alors, parlons donc du groupe des 5 démons, qui représentent les aspects les plus sombres de l'univers de Berserk, et que l'on appelle évidemment les God Hand, que je vais considérer comme une seule et unique entité, parce qu'ils sont 5, comme les doigts d'une main, bref, si vous n'avez pas capté. Je tiens quand même à préfacer ce classement en vous disant que je parle des 4 God Hand sans Femto, donc voilà, Griffiths mis de côté. Donc, l'existence de ces God Hand joue un rôle crucial dans l'intrigue du manga, puisqu'ils manipulent les événements et les personnages un peu comme ils le souhaitent. Chaque membre de la main, donc de la God Hand, est énigmatique et distinct, ils ont chacun une facette différente, ils représentent chacun une facette différente de la notion du mal et de la tentation.
Ils sont clairement une référence également au Cenobite, du film Hellraiser, dont Miura était fan, il me semble. Ils représentent les forces surnaturelles qui gouvernent l'univers de Berserk et exercent une influence majeure sur les événements qui se déroulent dans l'histoire. Mais en même temps, c'est les humains qui les ont créés, les God Hand, à leur insu, à cause de leur volonté d'avoir une raison à leur souffrance. Donc il y a quand même une relation symbiotique très bien écrite entre les God Hand, êtres cosmiques au-dessus des humains, qui sont pourtant eux-mêmes issus des humains eux-mêmes. Et d'une certaine manière, les God Hand sont un peu comme la fée Clochette de Peter Pan, en version légèrement plus dark, hein, évidemment. Voilà. Parce que la fée Clochette dans Peter Pan ne peut exister qu'à partir du moment où les humains ont de l'imagination et croient aux fées, aux centaures, ou je ne sais quoi, voilà quoi. Et c'est un peu la même chose avec les God Hand. Les God Hand ne peuvent exister qu'à partir du moment où les humains, où les gens, l'humanité, pensent qu'il y a une raison derrière leur souffrance. Et autre chose que je trouve très bien trouvé avec les God Hand, c'est qu'étant donné que ce sont des êtres astraux, ils ne peuvent pas se rendre dans le monde physique, mais peuvent y apparaître sporadiquement à l'aide de proxys, comme Conrad, dont le visage bouffi peut apparaître à travers une horde de rats buboniques, ou Slan, dont on peut entrevoir la silhouette dans les flammes d'un bûcher au cours d'une fête un peu trop arrosée, on va dire. Mais le problème, c'est qu'on ne les voit pas assez, ces God Hand. Certains diront que c'est une bonne chose, parce que ça les rend mystérieux et tout, bon. Mais moi, j'aime bien voir les vilains responsables du malheur des personnages, quoi. Maintenant, pour ceux qui considèrent que de classer les 4 en même temps, les 4 God Hand en même temps, à la même place, au même classement, c'est un peu de la triche, je dirais que si je devais en mettre un parmi les 4 dans cette 10e position, je dirais Void. Voilà, je choisirais Void, parce que bon, clairement, il est le leader, il est celui qui représente le plus le concept de causalité immuable, de destin qu'on ne peut pas changer, et il y a pas mal de théories qui circulent par rapport au fait qu'il est le sage torturé par Geiserik, dont avait parlé Mosguz au cours de l'arc de la conviction. Ce qui explique pourquoi Void a la tête qu'il a. Parce que bon, voilà, selon la théorie, il se serait fait torturer par Geiserik. Donc maintenant, place à Godot en numéro 9, le forgeron qui n'apparaît que très peu dans le manga, mais quand même, dont les compétences sont essentielles puisque c'est quand même le mec qui a forgé l'épée mythique de Guts. Rappelons-le, encore une fois, on le voit pas beaucoup, c'est vrai, mais il représente à lui tout seul, et à lui seul, à quel point les armes sont d'une importance capitale dans l'univers de Berserk. Hein. Voilà, bon. Et au-delà de ça, Godot, c'est aussi un beau symbole de ce thème récurrent de la causalité de Berserk, puisqu'il n'a pas choisi d'être forgeron, il n'a pas eu le choix, il est né dans une famille de forgerons, donc voilà, il suit la causalité, il suit le destin, il n'a pas essayé de changer son destin. Mais, et c'est là où effectivement ça apporte une nuance à la manière dont le thème de la causalité est traité dans Berserk, eh bien, Godot s'en accommode parfaitement de son destin, et il devient même une bête de compétition dans son art de forgeron. En plus, le fait d'être forgeron lui permet de rencontrer sa fille adoptive. Un bel exemple de quelqu'un qui accepte son destin et qui en tire le meilleur. En plus de tout ça, le meilleur chapitre de tout le manga Berserk, selon moi, n'est rendu possible que grâce à Godot. Je parle évidemment du chapitre 129, dans lequel Guts, après son long voyage de vengeance à la poursuite des apôtres, retourne auprès de Godot afin d'y retrouver Casca, qu'il avait abandonné juste après l'éclipse, vu qu'elle avait perdu la raison. Bref, à la suite des événements de l'éclipse, je vous fais pas un dessin. Sauf que Casca s'est enfui lorsque Guts revient, et Guts, forcément, se retrouve effondré. Mais c'est là que Godot, donc, entre en jeu, et se met à décrire l'épée de Guts, la Dragon Slayer, ce qui redonne du courage à notre protagoniste, parce que, en décrivant la tueuse de dragon, Godot décrit simultanément Guts, qui est une épée sans fourreau, de manière métaphorique, toujours en quête de bataille, couverte d'égratignures et de taches de sang, en particulier après les arcs très sombres, très bressons de l'épéiste noire et des enfants perdus. Guts commençait petit à petit à succomber à son obscurité intérieure, symbolisée par la bête des ténèbres. Mais voilà, Godot affirmera qu'une bonne épée, c'est-à-dire Guts, même si elle a des fissures, reste une arme de bonne facture. Peu importe l'ampleur des craquelures qui zèbrent sa lame. Quand on met l'épée dans le feu d'une forge, elle finit toujours par renaître, plus lumineuse que jamais. Le discours de Godot ébranle Guts dans son âme, lui qui s'était, pendant 2 ans, jeté à bras-le-corps dans sa quête de vengeance, afin de ne pas avoir à affronter les conséquences de l'éclipse. Et donc Guts, grâce à Godot, décide de cesser d'être l'épéiste noire, de cesser de fuir ses responsabilités, et part à la poursuite de Casca. Voilà. Donc voilà, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est Berserk, et c'est là où on dit merci Miura et merci Godot. Bon, enfin, pour clôturer ce bêtière, on va aborder le cas du duo fraternel placé en 8ème place, c'est-à-dire Serpico et Farnèse. Juste à l'heure pour notre 4ème escandalo, c'est ça, je crois que j'ai perdu le compte, j'ai perdu le compte des escandalos à ce niveau-là. Bref, pour ces deux-là, c'est un peu compliqué. Donc, Serpico et Farnèse sont des personnages qui sont très bien écrits, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais, et c'est là où effectivement le bas blesse un peu,
ils n'ont pas les épaules pour être des persos principaux entre guillemets. Donc rappelons avant toute chose leur point fort, avant que les fans ne me jettent dans les geôles du Midland dans la cellule de Griffiths. Alors Serpico est un des seuls guerriers qui arrive parfois plus ou moins à égaler temporairement la puissance de Guts. Non seulement ça, mais il est en plus assez intelligent pour choisir ses batailles en fonction de ses chances de victoire. Très rusé le Serpico, hein. J'aime beaucoup les personnages pragmatiques comme ça, donc voilà, Serpico j'aime bien. Quelque chose qu'il a appris à faire pendant son enfance pour survivre, afin de survivre, même après que Farnèse l'ait recueilli à son service, puisque les autres nobles le regardaient de haut à cause de ses origines roturières. Au-delà de ça, le mec a été forcé de voir sa mère cramer sous ses yeux. Bref, du pur berserk. Et donc il a une magnifique relation avec sa demi-sœur Farnèse, voilà. Et donc, puisqu'on en parle, Farnèse quant à elle est une gosse de riche, turbulente, problématique à cause de la négligence qu'elle a subie durant son enfance. Classique, encore une fois, dans l'univers de Berserk, sans parler de son fétiche bizarre pour le fouettage et son fétiche pour le feu. Bon, la meuf, c'est une espèce d'anti-Sandor Clegane de Game of Thrones, je sais pas comment le dire autrement. Bref, son côté sectataire dingo aussi est un peu intéressant, bien qu'un peu manichéen, voilà. CF, le chapitre sur Mosguz. Mais bon, Farnèse change pour le mieux, à la fin de l'arc de la conviction, et surtout lorsqu'elle rejoint la Team Guts, grâce aux relations qu'elle noue avec le reste des membres, notamment Casca. En gros, Farnèse est une enfant paumée, un peu chippie, manquant d'attention, qui essaie de trouver sa place dans le monde de Berserk. Donc clairement, la 8ème position n'est pas volée pour ces deux-là. Mais voilà, le problème avec Farnèse et Serpico, c'est que leurs arcs narratifs se terminent à la fin de l'arc de la conviction, plus ou moins. Une fois que ces deux-là rejoignent la Team Guts, leurs personnages n'évoluent pas non plus énormément. Serpico apprend effectivement à faire confiance à Guts, ses capacités de combattant aident nos héros, mais sans plus, bon, il gagne effectivement une petite épée de vent, je sais pas quoi, donc ça lui permet d'être utile dans les combats, mais ça reste quand même un peu léger. Et Farnèse apprend à devenir une meilleure personne en s'occupant de Casca, mais c'est pas fifou non plus. Mais surtout, et c'est là où le bas blesse, c'est que ces deux-là n'ont que très peu d'impact sur l'intrigue principale, parce que la quête de Guts n'a rien à voir avec leur propre quête. D'un côté, on a Guts qui est dans une quête de vengeance cosmique, de lutte contre la causalité, contre les God End qui sont des entités astrales à peine compréhensibles pour les humains. Je veux dire, Guts, c'est la symbolique du poisson qui nage à contre-courant du fleuve du destin, comme le dit si bien Slan lors de l'arc de la conviction durant le combat entre Guts et Mosguz. Donc on a ça, et de l'autre côté, on a Serpico et Farnèse, qui sont davantage dans un voyage de développement personnel et de recherche de leur identité qu'autre chose. Alors ok, c'est bien écrit, y a pas de souci, mais c'est hors sujet par rapport à l'intrigue principale de Berserk. Donc voilà, je veux dire, même si les chemins de Serpico et Farnèse se croisent avec Guts, eh bien leurs objectifs ne s'alignent jamais. Et comme la quête de Farnèse et son frère Serpico est d'ordre plus personnel et spirituel, eh bien le duo n'arrive jamais, à mes yeux, à trouver leur place dans l'intrigue principale, surtout lorsqu'ils se retrouvent sans arrêt à réaliser des missions secondaires, genre faire prendre son bain à Casca, ou aller ramasser du bois pour le feu. Je veux dire, ni Farnèse ni Serpico n'ont de lien avec Griffiths, n'ont de lien avec les God End, ils sont tout simplement hors sujet. Alors oui, ils ont quelques moments d'influence sur le développement de Guts, qui est rassuré par la présence du duo, bon, parce qu'il craint pour la sécurité de Casca si jamais il devait péter un câble à cause de la bête des ténèbres. Mais genre, voilà quoi, à un moment, faut être pragmatique. Admettons que Guts pète un plomb, allez, admettons. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut me faire une intro 3 parties conclusion sur ce que Farnèse pourrait faire pour l'empêcher? Et encore une fois, Farnèse et Serpico sont de bons personnages, ils sont très bien écrits. Le problème, c'est leur implication dans l'histoire, qui est bien trop limitée pour les considérer comme des personnages principaux. Et si on suit cette logique, pourquoi ne pas avoir emmené Jill de l'arc des enfants perdus dans l'équipe alors? Parce que Jill, de la même manière que Serpico et Farnèse, est également un bon personnage, qui a eu droit à son évolution tout au long de l'arc des enfants perdus avec Rosine et les faux elfes. C'était sympa, et à la fin de l'arc, eh bien, on l'a laissé s'en aller. C'est parfait. Et je le dis, la même chose aurait dû se passer avec Serpico et Farnèse. Ils ont eu leur développement, l'arc de la conviction est un des meilleurs arcs du manga, y a pas de souci, mais maintenant c'est bye bye. Ça sert à rien de les remorquer avec Guts, ils n'ont rien à voir avec la quête principale de Guts. Bref, bon, après, il y a des théories, effectivement, qui stipulent que la Behélite que porte Guts est en fait la Behélite de Serpico, et que peut-être qu'à un moment Farnèse mourra et que Serpico va devenir un apôtre. Et auquel cas, je retire tout ce que j'ai dit, y a pas de souci. Mais j'ai des doutes. J'ai des gros doutes. Bon, il est grand temps d'attaquer le tiers A. Le tiers des persos qui font partie de l'élite du manga, les meilleurs que ce que Berserk a nous proposé. Le tiers de tous les scandales. Parce que là, bon, attention, dans ce tiers A, ça va être escandalo toutes les 2 minutes à partir de maintenant. Et donc, on va débuter ce tiers avec Corcus, placé à la 7ème position. Oui, vous m'avez bien entendu. Corcus, le mec random de la troupe du faucon, qui se prend des balayettes par Casca, est placé plus haut que Zod, les God Hand, Skull Knight, Serpico et tout le touti. Mais est-ce qu'il y aurait un problème, dites-moi, voilà. Est-ce qu'il y en aurait parmi vous qui seraient pas contents?
Je demande juste, comme ça, hein. Par pure curiosité, je vous demande. Parce que il faut vraiment que vous sachiez, que vous compreniez que c'est uniquement par pure objectivité que je place Corcus en 7ème place et pas en première place. Parce que Corcus, en ce qui me concerne, c'est le GOAT. Je veux rien entendre. Il faut vraiment qu'on parte sur un postulat commun et facile à saisir. Corcus égale GOAT. Bon, je sais que les fans ont une opinion très mitigée de lui, mais voilà, les fans ont tort. Désolé de vous le dire. Bref, laissez-moi vous expliquer pourquoi Corcus est un si bon personnage que ça. D'abord, Corcus est un personnage réaliste et fiable. Il est cynique et sceptique, ce qui fait beaucoup de sens dans un monde aussi brutal que celui de Berserk, c'est normal. Voilà, il n'y a pas d'héroïsme, il n'y a pas d'idéalisme à l'eau de rose avec Corcus, il est juste normal, comme vous et moi. C'est peut-être le personnage qui résonne le plus avec monsieur et madame tout le monde. Ensuite, même s'il paraît un peu brut de décoffrage et critique au début, Corcus est en réalité un personnage beaucoup plus nuancé et complexe qu'on ne le pense au début. Ses actions ne sont pas motivées par de la méchanceté pure ou juste envie de casser les couilles, mais par un sens profond de la réalité. Il est en effet très critique à l'égard de Guts, surtout lorsque donc ce dernier Guts décide de lâcher la troupe du Faucon pour suivre son propre rêve plutôt que de servir celui de Grievous. Et pour Corcus, Guts fait l'erreur de sa vie par pur ego. Le mec a la chance, donc Guts, de passer de roturier crève-la-faim en risquant sa vie effectivement dans le champ de bataille à membre de la royauté de Midland, et Guts, malgré tout ça, décide quand même d'envoyer tout valser parce qu'il ne peut pas supporter que Grievous le considère comme étant inférieur à lui. Et le pire, bien c'est que Corcus avait raison, oui. Parce que Guts a la révélation juste avant l'éclipse. Voilà, je crois, entre deux charrettes, que le rêve qu'il a poursuivi pendant des années, bah c'était la troupe du Faucon en fait. Son rêve, il l'avait sous le nez pendant des années. Et il ne s'en était jamais rendu compte. Et oui, non seulement Neji avait raison dans Naruto, mais Corcus avait également raison. Si Guts avait effectivement écouté un peu Corcus au lieu de faire le con, au lieu de fuguer là ou je ne sais quoi, eh bien on n'en serait pas là. On n'en serait clairement pas là. Bref, Corcus met en lumière la fragilité de la condition humaine dans le monde de Berserk. Son comportement égoïste et ses actions motivées par la peur montrent à quel point les individus peuvent être vulnérables et sujets à leurs propres faiblesses et limitations. Et même là encore, Corcus est beaucoup plus un bon gars qu'on veut bien le dire. Par exemple, je peux vous donner un exemple. Juste après, effectivement, que Grievous s'est fait attraper par la maréchaussée, c'est-à-dire par l'armée du Midland, et qui se fait torturer pendant un an dans les geôles de Midland, la bande du Faucon, évidemment, sans son chef, sans Grievous, n'emmène pas large. Et il me semble que 3/4 de l'effectif, 3/4 des gens, des membres de la bande du Faucon, décident de se barrer. La troupe du Faucon, qui, il y a quelques temps, était peut-être la meilleure armée de la planète, maintenant, on est réduite qu'à, vas-y, allez, peut-être 30 mecs, 30-40 mecs, pas plus. Voilà. Et parmi les quelques rares pecnos qui sont restés, eh bien, il y a Corcus, évidemment. Et ce, en dépit du fait qu'il soit extrêmement pragmatique. Parce qu'on se dirait qu'un mec comme Corcus, qui est toujours en mode ouais, bon, l'important c'est l'argent et tout, bon, il voit la bande partir à volo, bah il se barre. Et pourtant, il est resté. C'est ça en fait le truc avec Corcus. C'est qu'il est beaucoup plus humain. Voilà, c'est beaucoup moins salopard qu'on veut bien lui donner. D'autant plus que, avant de rencontrer Grievous, il avait une espèce de guilde de voleurs, je crois que c'est Judo qui le dit, qu'il avait eu un petit groupe de voleurs, voilà, qui aurait très bien pu, revenir à ses anciens démons, à ses anciens amours, réouvrir une autre guilde ou je sais pas quoi, ou refaire une bande de voleurs. Mais il l'a pas fait, il est resté. Ça rend Corcus vraiment beaucoup plus intéressant qu'on veut bien lui donner. Corcus, c'est un peu le symbole des gens normaux qui se retrouvent emprisonnés dans le sillage d'individus plus puissants que. Corcus représente cette idée que pas tout le monde peut devenir un héros. Pas tout le monde peut s'affranchir de ses propres intérêts pour suivre une noble cause. C'est le mec sceptique qui reste à sa place, le Corcus, et pourtant, c'est aussi un personnage qui évolue tout au long de l'arc de l'âge d'or, qui réévalue même ses propres motivations et croyances. Il est capable de se remettre en question, malgré son côté buté. Bref, un mec comme vous et moi, quoi. C'est particulièrement visible lors de sa mort durant l'éclipse. Le mec est terrifié, évidemment, mais il est également quasiment soulagé, se disant que tout ce qui s'est passé depuis qu'il est avec Grievous, toutes ses victoires, sa richesse, son anoblissement, son statut de sauveur du Midland, tout cela était trop beau finalement pour être vrai, et effectivement, Corcus n'est pas le héros de son histoire, c'est juste un figurant, et cela fait de lui l'un des porteurs les plus efficaces des thèmes de Berserk. Merci monsieur, j'ai rien d'autre à dire. Toujours dans ce tier A, parlons de Judo, qui occupe la 6ème place. Et là je pense que je vais faire plaisir aux fans, pour une fois, hein, parce que Judo est très apprécié. Ce que j'aime chez Judo, c'est qu'il accepte d'être le numéro 2. D'être le figurant dans l'histoire d'un autre. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il explique à Guts, il me semble, le soir où Guts décide de se barrer. Voilà, il explique tout ça à Guts en disant ouais, écoute, je sais que t'aimes pas le fait de servir Grievous, d'être son second et de suivre son rêve au lieu de suivre le tien, mais moi-même, bon, je sais très bien que je serai jamais le meilleur dans quoi que ce soit et je m'en accommode fort bien. Il sait qu'il ne sera jamais le meilleur en rien, comme je viens de le dire, mais ça lui va. Il porte les thèmes de Berserk à sa façon, en acceptant la causalité, en acceptant ses propres limitations d'humain. Et c'est juste tragique, la façon dont il meurt pendant l'éclipse, parce que ouais, il meurt sans avoir pu dire à Casca ce qu'il ressentait pour elle. Le mec accepte d'être un figurant
dans l'histoire d'un figurant. C'est figuranception, préférant pousser Casca dans les bras de Guts plutôt que d'y aller lui-même. En un mot comme en mille, Judo, c'est un bon gars. Bon alors, on va quand même revenir dans le royaume sombre et torturé de l'esclandre, du scandale, de l'escandalo, de l'indignation, dirais-je même plus, avec le personnage de Nina. Pour commencer notre top 5 en fanfare. Et c'est là que vous allez me dire, bon attends, Yaji, arrête tes conneries, arrête la fumette, va réviser ton alphabet, parce que là on est en tier A, et plus au tier D, donc remballe-nous ta frisée au lardon, et parle-nous plutôt de personnages sérieux pour ton top 5, pas d'une prostituée random qu'on voit pendant un arc, qui trahit Casca, fait des orgies, se prend pour une afghane en jetant des cailloux au visage de Lucas, et balance son mec à travers une falaise. Ou à bas d'une falaise plutôt. Bref, peu importe, elle fait de la merde. Donc arrête Yaji, arrête les conneries, parce que tu peux pas placer cette frisée au lardon en 5ème position devant Zot et les God End, c'est pas possible. Alors, à cela, ce que je vais répondre, c'est que faut vraiment que vous compreniez le concept, juste le postulat de base. Nina, c'est top 5. C'est tier A, scandale ou pas, je m'en bats les couilles. C'est tier A. Et j'irais même jusqu'à dire que si tu fais un top 20, top 30 ou top je sais pas combien, des persos Berserk, et tu ne mets pas Nina dans le top 10, c'est que t'as pas compris Berserk. Voilà, désolé, les mots sont lâchés, je vis dangereusement, je sais. Bon, ok, alors, Nina est relou, je l'admets. On ne la voit que dans un seul arc, je l'admets. Mais son personnage est quand même bien écrit. C'est une froussarde lâche, impulsive et fataliste. Elle a totalement donc sa place dans Berserk. Elle court sans cesse après n'importe quoi pour remplir le vide de sa vie, et elle se voit elle-même comme un déchet. Ce qu'elle est, indubitablement. Et finalement, elle trouve sa place en se liant à quelqu'un d'aussi lâche qu'elle. C'est beau. C'est tellement bien écrit. Le personnage de Nina, quand j'étais jeune, évidemment, bon, j'avais entre 10 et 15 ans, je lisais Berserk. Bon, Nina, évidemment, je sais fait. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je repensais à Berserk, le personnage de Nina me revenait souvent à l'esprit parce que c'est un personnage qui m'a marqué. Elle symbolise à la perfection, donc, le thème de la causalité de Berserk. Son personnage est le parfait exemple pour mettre en lumière à quel point les humains sont impuissants face aux forces de la causalité et du destin. Parce que Nina se retrouve sans arrêt dans des situations dans lesquelles elle ne peut pas échapper. Elle représente aussi les conséquences de succomber à ses propres pulsions, à sa jalousie et à son désir malsain de validation qui lui retombe constamment sur la gueule. Nina, c'est la balance entre le désir d'être aimé et d'être accepté. Par exemple, il y a une scène qui m'avait marqué, lorsque Nina et Casca se font attraper par Mosguz, donc ils vont se faire torturer, et Nina se dit au début, non, il n'y a pas de souci, je vais tenir le coup, même s'il me torture, je dirai rien sur Casca, naninana, je dirais pas que c'est une torsière ou je sais pas quoi. Au bout de même pas une seconde, quand le tortionnaire lui retire un ongle, voilà, tout de suite elle se dit, oh non, c'est bon, c'est Casca. Voilà, c'est Hélène, il l'appelait Hélène à l'époque, Casca. Et j'ai envie de dire oui, je pense que la plupart d'entre nous, voilà, hein, on a beau se dire, ouais, mais moi je résisterai à la torture, je sais pas quoi. Non, la plupart d'entre nous, voilà. Juste on nous donne un coup de poing et c'est fini. Ouais, non, c'est lui, directement. C'est un personnage réaliste. Et c'est tout l'opposé des personnages comme Guts qui se battent pour changer leur destin. Nina est complètement impuissante face à son propre destin et surtout face aux conséquences de ses actes. C'est un peu l'exemple de l'échec et ce que Guts ne veut surtout pas devenir. Nina n'est pas un héros, n'est pas un vilain non plus, n'est pas un méchant. C'est juste un personnage secondaire qui est conscient de son destin et de son rôle dans l'intrigue et qui fait de son mieux. Il n'y a pas plus humain que ça. Nina, je le dis, rend le personnage de Guts encore meilleur car on sait pourquoi Guts lutte si fort contre la causalité et le fatalisme. Justement pour ne pas ressembler à quelqu'un comme Nina. Et pour cela, je dis merci Nina, notre frisée au lardon. Alors, d'accord, on passe au top 4 maintenant, et donc à l'infameux Puck, qui a lui aussi le droit à sa place dans le tier A, pour son rôle de comic relief, donc son rôle de personnage comique, autrement dit, l'humour qu'il apporte à l'univers sombre de Berserk. Bon, alors, effectivement, je sais que ça peut paraître hypocrite de ma part de placer Puck aussi haut, vu que j'ai dit un peu plus tôt que je détestais les faire-valoir comiques dans Berserk, mais voilà la nuance, je tolère Puck, car il est selon moi le seul perso humour entre guillemets dont t'as besoin ou dont t'avais besoin Berserk, tandis que les autres persos, c'est-à-dire Isidro et Varela, et même Shirk, ne sont pas nécessaires, bien que Shirk soit pas un personnage comique, bref, vous m'avez compris. Puck, c'est un personnage plein de compassion et de nature optimiste, ce qui contraste avec les autres personnages, et surtout Guts, en tout cas à l'époque où il était apparu, à une époque où Berserk était vraiment un seinen et pas un shonen, bref. Et bon, le fait effectivement que Puck soit le contraire de Guts, c'est un peu le but de son personnage, parce que c'est un personnage support, qui permet à Guts de se sortir des ténèbres lors des arcs, donc épéiste noire, et enfant perdu. Il devient en quelque sorte le garde-fou de Guts, le mec qui l'empêche de devenir complètement dingue. La seule chose qui rappelle à Guts qu'il est humain, et qu'il ne doit pas succomber à ses démons intérieurs. C'est trop chou et bien écrit. En tout cas, c'était le rôle de Puck, avant que Shirk ne vienne lui voler son rôle. Voilà, et pareil pour Isidro, hein, qui vient, bon, un peu empiéter sur les plates-bandes de Puck, vu que lui aussi il fait de l'humour, exactement comme Puck. Idem pour Varela, c'est juste honteux. Remballez-moi toute cette marmaille. C'est Berserk ou c'est les Razmoquettes à un moment donné? Voilà, dégagez-moi tous ces schlags, juste laissez Puck et ça suffit. Et pour en revenir à Puck justement, il est drôle, un peu quand même. Que demande le peuple? Avec son chibi en mode châtaigne, moi je trouve ça assez mimi.
Il aurait dû juste rester le seul à s'occuper du côté humour du manga, et c'est tout. Il y a aussi d'autres trucs un peu chiants chez Guts, notamment les références pop culture, voilà, qui nous fout sur la gueule à longueur de tome. Parce que bon, des références à Star Wars dans Berserk, c'est juste what the fuck sur 20, ça n'a rien à faire dans Berserk. Après, bon, j'aime bien les références à Ashita no Joe. Je ferme les yeux parce que Ashita no Joe est mon manga préféré ever, mais voilà, n'en fais pas trop non plus. Alors, il est enfin venu le temps d'aborder le scandale de tous les scandales, la position intenable, un escandalo pour tous les gouvernés. Avant de commencer, j'aurais une petite question à vous poser, très simple. Est-ce que vous connaissez Guts? Vous avez entendu parler de ce personnage? Voilà, c'est le protagoniste du manga Berserk, voilà. Ce personnage, devenu proprement légendaire, au-delà même de l'univers des mangas. Je sais pas si vous le remettez. Ça vous dit que Guts, ou un mec grand, gros épée, je sais pas. Voilà. Alors, ce Guts-là, ce mec-là, cet illustre inconnu, eh bien ce sera 3ème position, voilà, et toujours en tier A. Oui, le même tiers que Corcus et Nina, oui, voilà, écoutez, ça peut arriver, c'est dur mais c'est la vie. Donc voilà, je vous vois venir avec vos cailloux, pour me lyncher sur place publique, mais un peu de retenue s'il vous plaît, que les petits mosgus en herbe apprennent à se tenir. Parce que oui, Guts représente le concept du manga, le fait de combattre activement son destin, la symbolique du leaping fish, donc le poisson qui saute, le poisson qui bondit, du poisson nageant à l'encontre du courant de la destinée, sans oublier ses différents arcs narratifs qui sont ultra carrés, et son design qui est plus qu'iconique, mais voilà, je n'arrive pas à complètement accrocher à son personnage non plus. Après, encore une fois, il est top 3, dans un top 20 des personnages de Berserk qui est quand même un des meilleurs mangas de l'histoire, donc voilà, être top 3 dans le meilleur manga de l'histoire, l'un des meilleurs mangas de l'histoire, ça veut quand même dire que t'es un perso exceptionnel. Donc voilà, Guts est un personnage exceptionnel. Mais c'est pas le meilleur, et je vais expliquer pourquoi. Rangez et fourches, s'il vous plaît. Alors Guts, évidemment, je suis le premier à le dire, c'est un personnage complexe et réaliste, qui bataille avec ses traumas, mais contrairement à beaucoup d'autres protagonistes, Guts est principalement caractérisé par le fait qu'il n'est rien d'autre qu'un simple humain avec la fragilité qui va avec. Malgré son passé, il évolue et arrive à faire confiance à nouveau et à confronter ses propres démons intérieurs. Guts, c'est un peu le symbole de cette humanité qui galère à changer son destin pour le meilleur, qui se surpasse et qui prouve qu'en mouillant le maillot, on peut parfois espérer s'en sortir. Et c'est justement cela qui le rend sympathique aux yeux de la très grande majorité des fans, qui sont actuellement, il faut le dire, en train de m'attendre au tournant. Et effectivement, le tournant, c'est maintenant. Parce que le problème, et on y vient, pour moi, c'est que Guts n'est caractérisé que par une seule chose, sa souffrance. Guts, en somme, eh bien, c'est l'addition de toutes les merdes qui lui sont arrivées au cours de sa vie, de sa naissance d'un cadavre, à la mort de sa mère adoptive, à son viol subi par Donovan, à la trahison de son père adoptif Gambino, à la mort de ses potes, bouffés vivants par des démons lors de l'éclipse, la trahison de son propre meilleur pote qui se tapera d'ailleurs sa meuf pas très consentante sous ses yeux, la perte de son bras, la perte de son œil, j'en passe, et des meilleurs. Alors oui, ça colle avec le concept du mec qui a le destin contre lui et qui charbonne pour lutter contre la causalité, lutter contre des êtres cosmiques surpuissants, alors qu'il n'est lui-même qu'un simple humain comme les autres, mais au final, on peut réduire Guts à ses souffrances. Et on a plus ou moins compris le personnage, on l'a résumé, et c'est un peu le problème. Je ne dis pas que Guts était un personnage mal écrit, évidemment, c'est un des meilleurs personnages de l'histoire du manga, l'histoire des animés, ce que vous voulez. Tout ce que je dis, c'est qu'il est beaucoup trop caractérisé par une seule chose, au lieu d'avoir des traits plus nuancés et peut-être plus complexes. On peut résumer ses actes, décisions et même ses démons intérieurs par un seul mot, souffrance. Et c'est un peu dommage à mes yeux. Et encore une fois, ça lui donne effectivement une importance thématique absolument sans précédent dans le manga. Gus est peut-être un des personnages qui porte le plus les thèmes de son propre manga. Voilà. Donc, Berserk c'est Guts c'est Berserk. Sur ça, il n'y a pas de souci. Mais en termes de caractérisation, encore une fois, c'est un peu pauvre, je le crains. Et c'est, à mes yeux, pas le seul problème de Guts. Je le crains. L'un des autres soucis de ce perso, c'est son inconsistance. C'est bien simple. Le Guts de l'arc de l'épéiste noire n'a rien à voir avec le Guts de l'arc des enfants perdus. Alors que chronologiquement, ces deux arcs ne sont séparés que par 1 ou 2 jours grand max. C'est tout à fait compréhensible, puisque entre ces deux arcs se trouve l'arc de l'âge d'or, l'arc flashback de l'âge d'or, qui a pris à Miura environ 9 ans à terminer. Donc forcément, notre mangaka préféré a pu affiner sa vision du personnage de Guts pendant ces 9 ans. Sauf que voilà, c'est juste pas le même perso, et c'est très con. Parce que, pour ceux qui ont peut-être eu du mal à comprendre là où je voulais en venir, donc le manga Berserk, donc les 3 premiers tomes, commence après l'éclipse. Donc, l'arc de l'épéiste noire. Ensuite, à partir du 3e et du 4e tome, il y a l'arc de l'âge d'or, et qui va vous couvrir une bonne partie du manga jusqu'au tome 13. Et après le tome 13, on revient juste après l'arc de l'épéiste noire, donc au tome 3 ou tome 4, voilà. Et c'est comme ça. Et donc là, on recommence l'histoire, en connaissant quand même
le passé de Guts. Et c'est un problème. Et c'est quelque chose qu'on peut voir dès la toute première page du manga, qui représente Guts en train de ken un démon en mode Conan le barbare. C'est du what the fuck sur 20. On pourra me dire que ça montre à quel point il a sombré, à quel point Guts a sombré depuis l'éclipse, mais le Guts que l'on connaît n'aurait jamais fait un truc pareil. Surtout après ce qui s'est passé avec Donovan. Je veux dire, le mec ne supporte pas de se faire toucher, à part si la personne en question s'appelle Casca. Et durant tout cet arc, on voit Guts en mode Joker, qui balance des discours ultra nihilistes, en mode Kefka de FF6. Je veux dire, c'est ultra bizarre quand même. C'est bien simple. À chaque fois que je relis le manga, je passe tout de suite à l'arc de Golden Age, parce que cette inconsistance de l'écriture de Guts me rend l'arc de l'Épée Noire quasiment impossible à lire. Et même pas juste Guts, mais même Femto. Effectivement, à la fin de l'arc de l'Épée Noire, on voit Femto, on voit Griffiths. Et la manière dont il parle à Guts, genre en mode, tu sais, gros vilain, genre ouais, alors tu es toujours en train de te débattre dans la causalité. Ce n'est pas Griffiths. C'est un mec qui s'est cosplayé en Griffiths, mais c'est pas Griffiths. Enfin, je sais pas, écoutez, je sais pertinemment que pas mal d'entre vous vont tenter de m'expliquer qu'il est parfaitement logique pour Guts d'agir ainsi, car il est complètement déboussolé après l'éclipse, mais je suis désolé, j'achète pas. Pour moi, c'est complètement inconsistant. Je veux dire, il y a Dark et Dark. Par exemple, la manière dont on montre son côté dark, son côté descente aux enfers, dans l'arc des enfants perdus, avec la Bête des Ténèbres, bah là c'est complètement logique avec ce qu'on connaît de lui, avec son passé, dans l'arc de l'âge d'or. On voit un Guts, certes, assoiffé de vengeance, misanthrope, obsédé par le fait de devenir plus fort pour sauver du Griffiths, ça c'est vrai, ça fait sens, mais il y a plus ces délires bizarres de « les humains sont des fourmis, il faut les écraser », comme dans l'arc de l'Épée Noire. Le mec c'est Guts, c'est pas Aizen. Au cas où certains l'auraient oublié. Je sais pas, quand tu lis le premier tome de Berserk, frère, t'as pas l'impression de dire Berserk, t'as l'impression de lire Killing Joke. Maintenant, je comprends totalement que mon avis ne soit pas partagé par la majorité, parce que je le répète, c'est mon avis, mais même si j'ai du mal à m'attacher à son personnage, Guts reste une icône indéboulonnable de l'univers des mangas et des animés. Il est ultra solide, il porte les thèmes du manga sans aucun problème, voilà, il n'est pas en tier A pour rien, il n'est pas placé à la 3ème place pour rien. Et donc, avant d'aborder Griffiths, le GOAT ultime évidemment numéro 1, bon, vous le saviez tous je pense, hein, si vous me connaissiez un peu, il faut qu'on parle de l'épée métaphorique de Griffiths, c'est-à-dire Casca, placé tout naturellement en top 2 au-dessus de Guts, oui désolé. On est en S tier, hein, soit dit en passant, un tiers que Casca a amplement mérité grâce à la complexité de son personnage, sa profondeur, sans parler de tout le développement incroyable auquel elle a eu droit tout au long du manga, et tout particulièrement durant l'âge d'or. Sa personnalité nuancée, complexe et bien présentée à travers la relation qu'elle entretient avec Guts, et qui permet à ce dernier de mûrir et d'affronter ses traumas. En parallèle, il y a également sa loyauté sans faille envers Griffiths, ainsi que sa relation à sens unique avec lui, et le fait que Casca petit à petit accepte le fait que Griffiths et elle, c'est pas possible, voilà. Le personnage de Casca explore également la fragilité de l'esprit humain, à la suite donc du traumatisme brutal de l'éclipse, elle subit une perte de mémoire, elle se retrouve dans un état enfantin, enfin bref, elle n'arrive même plus à parler, bref. Cela met en lumière les conséquences dévastatrices des traumatismes, ce qui rend son personnage encore plus crédible. Bah ouais, la meuf ne se sort pas de ce bordel cosmique qu'est l'éclipse en mode balèque. En plus, Casca, c'est pour une fois une femme forte, qui garde tout de même ses caractéristiques de femme. Quelque chose de bien trop rare ces derniers temps dans les œuvres présentant des femmes fortes, qui sont bien souvent des porte-étendards des messages woke, progressistes ou je sais pas quoi, avant même d'être des personnages bien écrits avant tout. Ce qu'est Casca et ça fait plaisir. C'est ce que j'appelle tout simplement un personnage féminin parfaitement bien écrit, tout simplement ce qui est assez rare pour être récompensé d'un S tier. Merci madame. Et donc on va terminer cette tier list des enfers avec le boss du game, le BG de ces dames, le Tchad des Tchads, le personnage le plus charismatique et énigmatique de Berserk. Je parle bien évidemment de Griffiths, que je vais placer en S tier et forcément en numéro 1, numéro 1 de cette liste. Parce que j'ai le droit, c'est ma liste. Et il n'y a pas besoin d'expliquer en long, en large et en travers pourquoi Griffiths est juste le GOAT ultime, bien que c'est exactement ce que je vais faire. C'est un personnage proprement fascinant, entre son ambition, son passé, ses motivations et même sa transformation de leader vénéré à Femto, vilain pas bon. C'est très simple, je n'ai pas le souvenir d'avoir jamais vu un personnage qui déconstruit autant les clichés, les lieux communs et autres schémas narratifs attendus dans la fiction, c'est juste fou. Vraiment, Griffiths est un des personnages les plus étonnants de l'histoire de la fiction, je trouve. Voilà. Et on va essayer de parler d'un peu des tropes que Griffiths se déconstruit. Déjà, le cliché du héros charismatique. Alors, Griffiths est initialement présenté comme un leader, donc charismatique, brillant, ambitieux, qui suscite l'admiration et la loyauté de nombreux personnages. Cependant, au fur et à mesure que l'histoire progresse, il est révélé que derrière son charme se cache une nature sombre et manipulatrice. Griffiths déconstruit l'idée traditionnelle du héros charismatique en montrant les conséquences destructrices de son ambition et de sa soif de pouvoir. Ensuite, Griffiths défie également la notion de loyauté. Il est vénéré
plus ou moins, par de nombreux membres de la troupe du Faucon qui lui sont dévoués corps et âme. Cependant, ses actions ultérieures révèlent sa propension à sacrifier ses alliés pour atteindre ses objectifs personnels. Cette déconstruction remet en question l'idée conventionnelle de la loyauté aveugle et souligne les dangers de placer sa confiance sans discernement entre les mains de personnes pas très recommandables, telles que Griffiths. Troisièmement, Griffiths, à la base, incarne initialement les idées de réussite et de gloire. Il aspire à atteindre le sommet de la hiérarchie sociale, donc de l'échelle sociale, tout ça, et à réaliser son rêve d'avoir un royaume. Bon. Cependant, ses actions conduisent à la chute de la troupe du Faucon, et c'est un peu triste. Cela remet en question l'obsession de la réussite et souligne les sacrifices et les compromis moraux inhérents à la poursuite de la gloire, ce qui mène Griffiths à sacrifier sa troupe afin d'atteindre son rêve avec la logique que, puisqu'il a sacrifié tant d'innocents sur l'autel de son rêve, alors autant continuer afin de faire en sorte que tous ceux qui sont déjà morts sur l'autel de son rêve ne soient pas morts en vain. C'est juste fascinant, c'est tellement bien écrit, bravo Mibra quoi. Griffiths est tellement bien écrit. Ça aurait été tellement simple d'en faire un gros méchant pas beau, alors que le sacrifice qu'il fait effectivement de la troupe du Faucon est parfaitement, complètement, vraiment superbement bien écrit. J'ai fait une vidéo sur lui d'ailleurs, que je ne vous conseille pas d'aller voir, parce que c'était une de mes premières vidéos, il n'y a pas de montage, bref. À l'époque j'avais un micro complètement flingué, voilà. Bon, après vous faites ce que vous voulez. Pour finir, Griffiths représente les limites de l'ambition débridée, son désir insatiable de pouvoir et de reconnaissance qui le pousse à commettre des actes répréhensibles, causant des souffrances considérables, voilà, cela met en évidence les dangers de l'ambition excessive, souligne les répercussions négatives qui peuvent en découler, et voilà, bon. Et donc c'est ça qui est marrant, c'est que si Griffiths était davantage comme Corcus et Judo, c'est-à-dire en acceptant sa place dans le monde, il n'y aurait pas eu d'éclipse, ça c'est marrant. Bref, si vous avez lu le manga, voilà, est-ce que j'ai besoin même de vous expliquer tout ça? Griffiths est un personnage extraordinairement bien écrit, voilà, ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, et donc, écoutez, il me semble qu'on a terminé notre classement des enfers, notre top 20 des enfers. Top 21, c'est vrai qu'il y a Isidro, bref, peu importe. C'est vraiment une vidéo qui m'a épuisé, je vais pas vous mentir, voilà. Donc s'il vous plaît, likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne, jetez un petit coup d'œil sur mon Patreon ou sur mon Tipeee, histoire voilà, de m'aider un peu financièrement, parce que c'est quand même compliqué pour moi, surtout après le challenge août des enfers, de vous sortir une vidéo par semaine, d'autant plus que j'ai un boulot à côté, donc voilà. Faites comme vous pouvez, si vous pouvez, faites-le, si vous pouvez pas, il n'y a aucun souci, voilà. Prenez soin de vous, et à la prochaine.